offre produit et contenu, savoir ce qu'on veut proposer autour du produit. Parce que bon, un site de e-commerce, ça sert quand même avant tout à vendre un produit. Donc savoir ce produit, comment on le met en scène, comment on le met en vente. Est-ce que à l'extrême, ça peut être une ligne en disant je vends des stylos noirs, point barre. Et puis à l'extrême, sur ce stylo, je peux avoir un reportage vidéo sur sa fabrication. Ensuite, il y a des logiques de navigation et d'ergonomie, c'est-à-dire ça va être très vrai sur des catalogues qui vont monter en nombre de références. Aujourd'hui, sur un site où il va y avoir, je sais pas, 1000 ou 2000 références, ce qui est important, c'est de se dire comment, à partir d'une page d'accueil, faire en sorte d'amener chaque visiteur vers le produit qu'il recherche sans perdre les autres. Et ça, c'est assez central, parce que si le site est mal fait, si en arrivant sur le site, les gens pensent qu'il y a 5 produits alors que vous en avez 5000, vous allez louper plein de ventes. Donc il faut essayer de réfléchir aux outils à disposition des visiteurs pour les amener sur les bonnes pages et faire en sorte que ensuite le processus de commande soit le plus simple et le plus intuitif possible. Il faut très vite se dire que sur un site, quand vous avez 100 personnes qui arrivent, à chaque petite difficulté ou à chaque chose qui n'est pas très claire, s'il y a un bouton suivant qui n'est pas directement très clair, qu'on ne voit pas très bien sur la page, sur 100 personnes, vous risquez d'en perdre 1, 2, 3, 10, 20, 30. Bon, et ainsi de suite à chaque étape. Donc, il faut faire vraiment attention et se dire comment être le plus intuitif et le plus ergonomique pour que l'internaute puisse passer sa commande sans être bloqué à une étape ou à une autre. Par exemple, sur ce produit, il va y avoir une photo. Au-delà de la photo, on va avoir une fiche de présentation avec là sa composition, la façon dont il est produit, le nombre, les rendements, comment le déguster, avec quoi le déguster, le nom du vigneron, ensuite le prix. On aurait pu s'en tenir juste à un prix. Nous, on a choisi d'aller encore un peu plus loin en permettant de savoir, par exemple, qui est le producteur. Et en expliquant chez ce producteur un peu son histoire, en montrant une photo du domaine, en expliquant un peu comment il travaille. Donc ça, c'est un choix. Penser qu'il y avait une demande, ce que les scientifiques ont appelé la traçabilité. Nous, on a dit qu'il y aura aussi une demande de traçabilité un peu émotionnelle. C'est de savoir qui produit le vin ou le produit que je suis en train de manger ou de boire. En pensant que la légitimité du produit, c'était le producteur. Donc on a dit qu'il faut mettre en avant le producteur, expliquer ce qu'il fait, éventuellement sur certains producteurs qui le souhaitent, il y a leurs coordonnées, téléphone, certains indiquent même un gîte ou un hôtel à proximité de chez eux pour que si des gens veulent aller vérifier que ce qui est dit là ou que le domaine ressemble bien à ça, on puisse aller sur place, passer un week-end. Il y en a certains qui donnent le nom d'un restaurant pas trop loin. Donc on va essayer de jouer un peu entre guillemets la transparence ou la traçabilité, permettre aux gens de savoir d'où le produit vient. Donc ça, c'est un choix d'information sur le produit. Alors je dis que c'est stratégique, pourquoi ? Parce que c'est très lourd à produire une information comme ça pour chaque produit. Aujourd'hui, sur Bien Manger, on a 2500 produits environ, et pour chaque producteur, on a accepté de faire ce travail d'information. Mais en faisant ce travail d'information aussi, on sait que derrière, on va se démarquer d'autres modes de distribution. Typiquement, si je rentre dans un supermarché ou dans une épicerie fine classique, je vais pouvoir prendre une décision sur un produit juste sur le visuel du produit. Éventuellement sur la PLV qui sera mis un peu autour pour accompagner. En allant beaucoup plus loin sur l'information produit, on va pouvoir peut-être créer un autre rapport avec l'internaute. Et ça peut être transposable un peu dans chaque métier. Si on est dans un secteur très communautaire, est-ce qu'on veut permettre aux internautes de laisser leurs commentaires sur le produit ? Il y a des sites, notamment de musique ou de livres, qui le font. Il y en a d'autres qui le font, qui l'interdisent. À partir du moment où on va ouvrir cette possibilité, la force, c'est qu'on va avoir un contenu qui va être très vivant, qui va être enrichi par autant d'utilisateurs que de clients, et donc qui va pouvoir aussi servir d'atout de recrutement de nouveaux clients. La faiblesse, c'est qu'il faudra accepter les messages moins sympathiques sur les produits qui n'ont pas que des qualités. Il faudra accepter éventuellement soit de passer du temps à modérer ces messages parce qu'il peut y avoir des gens qui utilisent cet espace-là pour lancer des messages diffamatoires ou orduriers. Donc, en tant qu'éditeur du site, vous êtes responsable de son contenu, donc il faut faire un peu attention.
dès que vous ouvrez des espaces communautaires, un peu ce qui s'y dit pour éventuellement minimiser vos risques. Donc c'est un vrai choix. Donc il y a comme ça toute une série de questions à se poser sur comment mettre en œuvre son offre produit. Au niveau navigation, interactivité, le genre de questions par exemple qui peut se poser, c'est est-ce que sur mon site internet, je propose un moteur de recherche? Ou est-ce que je propose seulement une architecture par catégorie? S'il cherche des cannes à pêche, il rentre par la famille canne à pêche. S'il cherche des hameçons, il rentre sur la famille à part. Est-ce qu'à tout moment, je propose un moteur de recherche? Vous pouvez le proposer, c'est un plus. Si vous le proposez, c'est un coût de mise en œuvre. L'idée, c'est qu'à tout moment, la personne ne se sente pas bloquée sur la page. L'important, c'est peut-être pas forcément d'être le meilleur partout, mais de savoir comment on veut se positionner. Alors, ce genre de diagramme, ça vous permet de se dire, bon ben, voilà, mettons en offre produit et contenu, moi je vais être très fort en personnalisation du produit, et j'accepte d'être moins fort sur les services connexes de fidélisation. Mais ce qui est très intéressant avec ce genre de diagramme, c'est se dire, vous prenez les sites de vos 5 ou 10 concurrents, vous regardez comment ils se positionnent et se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en mettant mes points forts sur leurs points faibles? Ça peut être une stratégie à un moment donné pour démarrer. Ou ça peut être une stratégie en évolution de votre site. À un moment donné, vous faites un diagnostic, vous dites, bon, ben, le site il est très bon, mettons, en termes de présentation produit, il n'est pas très bon en termes de service client. Ben, cette année, on va essayer de développer les services aux clients. Donc ça peut être... ce genre d'analyse, ça peut vous aider, un, initialement, et deux, ensuite, dans la vie du site, pour le faire progresser.